diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue à la série de webinaires techniques sur les 6e rapports nationaux. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour ce 6e webinaire dans cette série. Le sujet dont nous allons discuter aujourd'hui est l'utilisation d'indicateurs dans votre 6e rapport national. Je suis Marion Marigot, spécialiste francophone du technique du projet des 6e rapports nationaux pour le PNUD. Comme vous le savez, la décision 10.2 de la COP de la CDB, qui a adopté le plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020, a exhorté les parties à élaborer des objectifs nationaux pour les intégrer dans leur SPAN. Les 5 objectifs stratégiques et les 20 objectifs d'Aichi pour la biodiversité fournissent un cadre souple pour fixer des objectifs en fonction des situations et des priorités et des capacités nationales. Les indicateurs sont un outil qui peut être utilisé pour suivre, évaluer et rapporter les progrès vers ces objectifs au niveau national et au niveau international, et sont donc un élément central dans la préparation de votre 6e rapport national. La présentation d'aujourd'hui a été réalisée par 2 experts. Tout d'abord, Dr. Robert Oft, que la plupart d'entre vous connaissent certainement, qui est l'administrateur principal de la gestion des programmes au secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. Robert dirige le travail du secrétariat sur le suivi, l'examen et la présentation de rapports. Il aide les parties à préparer les rapports nationaux sur la mise en œuvre de la Convention, ainsi qu'à analyser ces informations, à préparer et à examiner des documents tels que les perspectives mondiales de la diversité biologique, le GBO, qui utilise des informations basées sur des indicateurs. Robert est biologiste et avant de rejoindre le secrétariat de la CDB, il a travaillé à la division des sciences écologiques de l'UNESCO. Philippe Bubb a également contribué à cette présentation. Philippe est le coordinateur du partenariat des indicateurs de biodiversité, donc le BIP, au PNUE-WCMC. Il a 15 ans d'expérience en soutien au développement national d'indicateurs de biodiversité. Son travail est axé sur le développement des capacités des pays à produire et utiliser des indicateurs de biodiversité et à inclure la gestion des services écosystémiques dans les stratégies. Dans le passé, il a conçu et dirigé des projets et des ateliers impliquant plusieurs partenaires et des pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Et avant de rejoindre le PNUE-WCMC, Philippe a dirigé des travaux communautaires sur la conservation des forêts dans le sud du Mexique. Puisque le français n'est pas la langue maternelle de ces 2 experts, je ferai la présentation à leur place et après cela, nous aurons notre session habituelle de questions-réponses où vous pourrez poser vos questions directement à nos experts. On a Robert qui est en ligne et je pourrai transmettre vos questions à Philippe si besoin est. Et je traduirai bien sûr les questions et les réponses de français à anglais et vice-versa. La présentation d'aujourd'hui est en français. La présentation en anglais s'est tenue mardi dernier, le 19 juin, et l'enregistrement est déjà en ligne. La session en espagnol se tiendra le mardi 17 juillet. In English, just in case we have some English-speaking participants, the session today is in French and English was hosted last Tuesday. The recording is online. Y en español, la sesión de hoy es solo en francés y la sesión en español se llevará a cabo el 17 de julio. Donc, retour au français, je vous rappelle qu'il y a 2 façons de communiquer avec nous tout au long de la présentation. Vous pouvez soit lever la main virtuellement et j'ouvrirai votre micro pour que vous puissiez poser la question directement donc à Robert. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de taper votre question dans la boîte de discussion et je la lirai à vote et on pourra échanger sur cette question. Je vous encourage vraiment à profiter de cette session de questions-réponses pour pouvoir discuter avec nos experts. On a reçu beaucoup de questions sur les indicateurs, donc c'est le moment ou jamais. Pour ce qui est de la présentation d'aujourd'hui en elle-même, c'est une présentation en 3 grandes parties. Une première partie qui est générale et sur l'utilisation des indicateurs ainsi que le but de cette utilisation. Une deuxième partie qui porte plus sur le travail du Biodiversity Indicator Partnership, donc le BIP que je viens de mentionner, où travaille Philippe. Et une conclusion qui discutera de ce que les indicateurs signifient pour le 6e rapport national et comment les intégrer dans ça. Diego, next slide, please. Thank you. Donc, on va commencer par discuter vraiment de l'objectif d'utiliser ces indicateurs. Ce qui vient en premier à l'esprit et pourquoi on les utilise, c'est vraiment d'utiliser ces indicateurs pour suivre les changements dans le temps, pour pouvoir comprendre ce qu'il se passe à un certain niveau. Par exemple, un des indicateurs pour la biodiversité utilisé depuis très longtemps, c'est l'indicateur pour suivre la couverture forestière qui est produit par la FAO sur la base d'une évaluation de la qualité et de l'étendue des forêts.
Un autre but quand on utilise les indicateurs, c'est de guider le développement de politiques ou leur mise en œuvre pour avoir des réponses en termes de questions qui portent sur ces politiques. Par exemple, on peut regarder les subventions à l'agriculture et comment la demande de subventions est répartie dans certains secteurs d'activité. Ça, c'est aussi un indicateur qui est produit notamment par l'OCDE. Un troisième type d'objectif est d'avoir des informations sur les actions qui sont nécessaires. Par exemple, si on regarde les zones humides, donc c'est un indicateur utilisé par le World Conservation Monitoring Center, le WCMC. Les zones humides, on le sait, sont hautement menacées et ont été grandement réduites ces dernières décennies. Et une action urgente est nécessaire pour les protéger. Et de tels indicateurs peuvent nous aider et nous guider sur les actions qui sont nécessaires. Et enfin, le quatrième objectif, c'est de se focaliser non pas sur l'action, mais sur la communication d'une problématique à des décideurs politiques ou à un public. Par exemple, lorsque l'on parle de l'empreinte écologique, c'est notamment très utilisé par WWF pour attirer l'attention sur le fait que nous allons arriver à court de ressources naturelles à cause de notre système de consommation. Mais par contre, de tels indicateurs ne donnent pas forcément d'indication sur les actions à prendre, contrairement au point précédent. C'est vraiment se focaliser sur la communication même. Next slide, please, Diego. Donc idéalement, un indicateur devrait avoir les composantes suivantes. Il devrait être en lien avec la biodiversité, bien sûr. Il devrait démontrer le changement dans le temps en ayant une date de départ précise. Il devrait être basé sur des données nationales qui sont focalisées sur une problématique. Il devrait être facilement compréhensible, pertinent et bien sûr utilisé. Il faut savoir donc que tous ces points sont bien sûr des bons points, mais il n'existe pas d'indicateurs qui remplissent parfaitement tous ces critères. Un des messages que l'on veut vraiment souligner et partager avec vous aujourd'hui, c'est que vous ne devriez pas être frustré ni trop ralenti dans votre quête de l'indicateur parfait. Et il n'existe pas en soi, donc soyez plutôt pragmatique et utilisez ce que vous avez. Next slide, please. Même le meilleur des indicateurs seul ne vous donnera pas une vue d'ensemble. Il faudra toujours le compléter avec une autre information ou d'autres indicateurs. Par exemple, à la CDB, pendant plusieurs années, et notamment au début de la convention, le staff donc a essayé d'utiliser des indicateurs qui étaient parfaits avant en fait, de rapidement réaliser que c'était impossible. Et aujourd'hui, et notamment depuis 2002, quand le premier plan stratégique a été adopté, il y a une tendance différente qui est de s'ouvrir à plusieurs indicateurs et voir lesquels de ces indicateurs peuvent être utilisés de façon pertinente pour produire ce qu'on appelle des statements, donc des déclarations. Parce que se focaliser et trouver un indicateur idéal prenait vraiment beaucoup trop de temps. Et il faut savoir voilà, que même le meilleur indicateur ne parlera pas pour lui-même, il doit être expliqué dans son contexte, un contexte spécifique, avec une méthodologie qui doit être comprise et expliquée. Et même si vous avez un indicateur, de toute façon, il vous faudra des experts qui seront toujours nécessaires pour analyser l'indicateur, pour pouvoir utiliser les conclusions données par cet indicateur et partager l'expertise avec vous. C'est pour ça qu'à la CDB notamment, il y a une longue liste d'indicateurs qui sont utilisés comme un ensemble d'informations mis ensemble, plutôt que des indicateurs séparés. Next slide, please. Diego, can you go next slide? Thank you so much. Donc sur cette diapositive, vous voyez un graphique qui a été préparé en amont de la publication qui s'appelle donc Perspective mondiale de la diversité biologique, la numéro 4. C'est ce qu'on appelle le Global Biodiversity Outlook, la publication numéro 4 donc, qui montre les indicateurs utilisés pour déterminer les pressions sur la biodiversité. Et on voit que si on a plusieurs de ces indicateurs, on peut les utiliser comme un ensemble et voir ce que le groupe d'indicateurs indique. Donc un indicateur seul, encore une fois, ne vous permettra pas de faire une évaluation, contrairement à ce qui a été fait dans le GBO4, qui nous a permis de voir que donc, l'état de la biodiversité se dégrade. Et la raison, c'est que les pressions que l'on exerce sur les écosystèmes continuent d'augmenter. Et par conséquent, les bénéfices que dont nous tirons de la biodiversité décroissent malgré les réponses que nous apportons qui, elles, sont de plus en plus accrues ces dernières années. Le point ici, c'est de rappeler qu'un groupe d'indicateurs peut permettre une évaluation qu'un indicateur seul, lui, ne pourra pas permettre. Next slide, please. Si l'on regarde les différents types d'indicateurs, on a d'un côté les indicateurs temporels qui nous permettent d'observer une évolution et des changements dans le temps.
et des indicateurs spatiaux qui, eux, sont très puissants parce que donc, nous aimons analyser des cartes et ces indicateurs spatiaux nous permettent de produire ces cartes rapidement avec la possibilité de superposer plusieurs cartes au même moment pour démontrer un changement ou une évolution dans le temps. Next slide, please. Plusieurs d'entre vous donc, ont probablement jeté un œil au GBO4 et on utilise des indicateurs dans le sens où ce sont des recommandations qu'ont fait les experts sur la base d'une littérature scientifique solide avec des données, des indicateurs qui nous permettent d'évaluer l'étendue des progrès au regard des objectifs d'Aichi. On utilise donc un mélange d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs pour au final produire une évaluation qualitative. C'est-à-dire ce que devraient faire donc les pays aussi au niveau national avec leurs propres indicateurs. Le but donc de cette analyse et de cette combinaison d'indicateurs, c'est au final, avec l'expertise des experts, de produire une analyse qualitative de haut niveau. Next slide, please. Je vais donner quelques détails sur la décision de la COP 13 qui a été basée sur le travail fait par un groupe d'experts techniques et qui montre que la CDB travaille toujours sur des groupes d'indicateurs pour décider des actions à préparer. Le focus de la Convention est principalement sur des indicateurs nationaux, mais il a été aussi reconnu que des indicateurs plutôt régionaux, voire globaux ou mondiaux, peuvent être morcelés, et puisque certains sont formés, notamment parce que certains sont formés à partir de données nationales agrégées. Et le fait d'utiliser des indicateurs globaux séquencés peut être très utile pour les pays au niveau national, parce que vous pouvez, on va dire, diviser ces indicateurs globaux pour être plus précis. Next slide, please. Donc, cette décision discute aussi donc, de l'utilité des indicateurs. On encourage les parties à utiliser les bonnes approches. Encore une fois, ne perdez pas trop de temps à chercher l'indicateur parfait parce que ce sera impossible à trouver. Cela vous prendrait beaucoup de temps et vous n'y arriveriez sûrement pas. Et la suggestion de la COP, c'est vraiment d'utiliser un ensemble de sources d'informations qui vous permettent de préparer des déclarations et des indications sur les progrès qui sont faits au niveau national. Et je souhaiterais aussi rappeler l'importance de cas d'études. Si vous regardez le GBO4, les cas d'études ont été des outils extrêmement puissants en termes de communication pour expliquer une problématique ou une solution qui aurait été mise en œuvre et qui a amené à un changement positif pour la biodiversité. On a été surpris de réaliser à quel point il est difficile de trouver des cas d'études parfois, mais au niveau national, ne soyez pas timides et utilisez-les avec des informations et des approches qui seraient locales et montrer que ce sont des informations qui appuient et qui étaient vos déclarations. Il y a de nombreux cas d'études au niveau national qui peuvent être partagés et notamment dans votre 6e rapport national. Donc on ne va pas se répéter, mais juste rapidement encore une fois, un indicateur servira donc à informer et soutenir la prise de décision, communiquer, partager les objectifs d'Aichi pour la biodiversité. Les indicateurs sont aussi utiles pour les processus de rapport, donc de reporting des parties, pour évaluer les progrès dans la mise en œuvre et fournir une base de connaissances pour les futurs plans et objectifs. Next slide, please. La décision de la COP 13 a également défini une liste d'indicateurs. Cette liste fait la distinction entre des indicateurs génériques d'un côté et des indicateurs spécifiques de l'autre. Jigo, can you actually go one more slide, please? Merci, thank you. Les indicateurs génériques sont des sortes de thèmes et de grandes problématiques qui sont abordés par les objectifs d'Aichi. Et si l'on décompose ces objectifs, on voit qu'il existe plusieurs aspects et plusieurs composants au sein même de ces objectifs. Et c'est utile de les décomposer dans des unités plus petites pour utiliser des indicateurs plus spécifiques. Et à l'inverse, donc ces indicateurs spécifiques fournissent beaucoup d'informations sur ce qui est faisable et préférable. Next slide, please. Ce tableau a donc été réalisé sur le travail fait notamment par le Biodiversity Indicator Partnership, donc le partenariat des indicateurs de biodiversité, qui réunit de nombreuses organisations. Et l'on va maintenant entamer cette deuxième partie pour se focaliser un peu plus sur le travail du BIP. Next slide, please. Voilà, donc le partenariat sur les indicateurs de biodiversité. Le BIP, et vous avez le site internet donc www.bipindicators.net.
C'est un partenariat qui peut vous aider à en apprendre plus sur les indicateurs et comprendre comment les utiliser. Le BIP, c'est une collaboration de plus de 70 organisations et de producteurs d'indicateurs, ainsi que des utilisateurs, des agences, et toutes ces personnes ont développé plus de 70 indicateurs à ce jour. Plusieurs de ces indicateurs se trouvent notamment dans le cadre pour le plan stratégique pour la biodiversité de la CDB. Et le secrétariat est basé au PNUE WCMC à Cambridge, en Angleterre. C'est une petite équipe de 3 personnes dans laquelle Philippe Bob travaille. Et ce travail a débuté en 2007. Le but du BIP, c'est de promouvoir le développement et la mise à disposition d'indicateurs au niveau global et régional. Une partie se focalise sur le fait d'aider les utilisateurs à trouver des indicateurs appropriés, comment les utiliser au mieux, à différentes échelles et pour des processus globaux, comme par exemple le GBO4, mais également au niveau national. Par exemple, identifier des indicateurs pour l'Espagne et pour vos rapports nationaux. Next slide, please. On va passer en revue quelques captures d'écran donc du site internet du BIP. Encore une fois, l'adresse est en bas de l'écran, vous la voyez, et on a créé ce site internet pour aider les utilisateurs à trouver quels indicateurs existent et comment ils peuvent être utilisés. Et vous pouvez chercher dans la liste d'indicateurs, utiliser différents filtres pour votre recherche, ou même faire une recherche par sujet. Vous voyez ici qu'il y a donc plusieurs onglets sur cet écran. Le premier onglet porte sur les objectifs d'Aichi pour la biodiversité, c'est-à-dire que lorsque vous cliquez sur cet onglet, il s'ouvre avec une liste d'indicateurs, et si vous cliquez sur l'icône de l'un des objectifs d'Aichi, ça vous donne une liste d'indicateurs qui sont utiles pour faire un rapport sur cet objectif spécifique. Et vous pouvez également regarder si l'indicateur a une pertinence qu'on dit primaire ou secondaire. Next slide, please. Le deuxième onglet, comme vous le voyez, ce sont des indicateurs qui vont être utiles pour les objectifs de développement durable, donc les ODD. De la même façon, vous cliquez sur l'une des icônes des ODD et vous pouvez trouver quels indicateurs sont utiles pour faire un rapport sur cet objectif. Next slide, please. Il y a également une organisation des indicateurs par ce qu'on appelle les MEA, c'est-à-dire les Multilateral Environment Agreements, ou les accords internationaux sur l'environnement, donc la plupart des grandes conventions internationales. Ici, les indicateurs sont classés au niveau mondial ou régional, et c'est une autre façon pour vous de trouver des indicateurs pertinents si vous souhaitez faire un rapport sur une convention spécifique. Next slide, please. Le site est aussi organisé par thème, et il est possible de chercher des indicateurs en entrant un sujet. À ce jour, 99 sujets ou thèmes ont été identifiés, comme l'agriculture, la finance, la recherche, les connaissances, les espèces menacées, l'habitat, les actions pour la conservation, etc. C'est également une autre façon de chercher des indicateurs qui pourraient être pertinents. Next slide, please. Et il y a aussi également une fonction qui est une liste d'indicateurs globaux qui serait également applicable pour une utilisation nationale. Certains indicateurs sont regroupés sur la base d'indicateurs nationaux et d'autres sont des bases de données globales qui peuvent être filtrées pour une utilisation nationale. Quand vous cliquez sur une des listes, vous pouvez trouver plus d'informations sur comment l'utiliser au niveau national. Next slide, please, Diego. Voilà, donc ici on va prendre un exemple. Par exemple, l'empreinte écologique, c'est l'un des indicateurs du BIP. Et pour chaque indicateur, vous verrez qu'il y a une description, un résumé, et ce qu'il est et ce qu'il représente. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'écran actuellement. Next slide, please. Et ici, l'exemple montre comment l'indicateur est présenté. Ça peut être un graphique, un diagramme. Vous trouverez donc des explications sur comment il a été utilisé, ce que ça signifie en termes de méthode, et pour comprendre comment il a été calculé, ce qui évidemment est important. Il y a également l'option en haut de la page. Can you go next slide, Diego, please? Exactly. Thank you. Vous avez aussi l'option en haut donc, de chaque page pour les indicateurs où vous pouvez cliquer sur en savoir plus pour l'utilisation nationale. Vous voyez par exemple dans cet exemple que pour l'utilisation nationale, il est marqué Yes.
Donc quand vous avez un oui au niveau de l'utilisation nationale, ça veut dire que vous pouvez trouver plus d'explications pour cet indicateur et son application au niveau national. Il y a également des coordonnées du point focal pour cet indicateur avec qui vous pouvez interagir, avec qui vous pouvez être en contact pour poser vos questions ou recevoir des explications sur comment utiliser l'indicateur. Next slide, please. Si vous cliquez donc sur la section Utilisation nationale, vous voyez ceci avec plus d'explications sur comment l'indicateur peut être utilisé au niveau national, où vous pouvez trouver des données appropriées, etc. Et on espère vraiment que pour les 6e rapports nationaux notamment vous utiliserez des indicateurs qui peuvent être identifiés pour des cibles nationales du SPAN, mais on sait bien que parfois un indicateur n'est pas totalement identifié ou n'est pas totalement développé, et les informations qui sont sur le BIP peuvent vous aider à trouver ces indicateurs et trouver parmi eux les plus adaptés. Et donc Philippe vous fait dire par cette présentation que les partenaires seraient ravis de discuter avec vous et vous assister, vous conseiller dans l'utilisation de ces indicateurs. Et Philippe a bien précisé, de même que Robert, qu'il serait disponible par email après cette session notamment pour répondre à certaines questions lorsque vous préparez votre 6e rapport national. Next slide, please. Un ensemble de matériel de support et des guides ainsi que des ressources pour partager les indicateurs ont été développés sur le BIP, et notamment ces 3 dernières années, des formations sur le développement des capacités pour les utilisateurs ont été assurées, et ces supports peuvent être retrouvés dans 2 sections du site internet, soit à côté de l'onglet sur le développement d'indicateurs, qui explique les étapes pour le développement donc, des indicateurs, et vous avez également une section pour les ressources avec la liste de tous les matériels donc de support. Next slide, please. Il existe aussi donc des matériels de support plus précisément relatifs pour les indicateurs qui se rapportent aux cibles nationales et au SPAN. Comme vous le voyez à l'écran, certains de ces documents sont disponibles dans une autre langue que l'anglais, notamment français, arabe, russe, espagnol, etc. Et on vous invite à jeter un œil à ces documents et voir s'ils vous sont utiles. Et encore une fois, n'hésitez pas à être en contact avec Philippe si vous avez besoin d'assistance. Il serait ravi de répondre à vos questions. Next slide, please. Et maintenant, si l'on entre dans notre 3e et dernière partie, on va regarder les indicateurs à la lumière des 6e rapports nationaux, et notamment comment les documents disponibles peuvent vous appuyer. Ce sont des documents donc, qui peuvent vous aider dans le processus de rapport et qui contiennent des indicateurs qui vous permettront de faire un état des lieux des progrès réalisés. En bas de l'écran, vous voyez le site internet pour les 6e rapports nationaux avec la liste de tous les documents disponibles et notamment le manuel de ressources qui est disponible en 6 langues et le guide technique pour la rédaction des rapports qui a été préparé en partie par le PNUD, disponible lui en 3 langues. Ces documents sont très spécifiques et orientés sur des questions clés avec des listes d'indicateurs potentiels et des sources de données que vous pouvez consulter. Et à noter, il y a aussi une section sur les ODD. Next slide, please. Donc, qu'est-ce qui vous est plus précisément demandé? Dans la section 3 de l'évaluation des progrès au regard des cibles nationales de votre pays, on vous demande d'utiliser des indicateurs qui pourraient soutenir ou appuyer vos déclarations, ou bien d'autres outils qui étayeraient cette déclaration sur les progrès faits au niveau national. Les liens sur les sites internet indiquent notamment où l'information se trouve. Et vous devez faire une déclaration sur le niveau de confiance, c'est-à-dire un jugement que vous allez faire et qui dépend du niveau d'information dont vous disposez pour émettre un jugement plus ou moins solide. Ce jugement, on le sait bien, peut être partiel, voire incomplet. Et dans le manuel des ressources, qui est donc sur le site de la CDB, on vous explique plus en détail comment évaluer le niveau de confiance. Next slide, please. Il est demandé donc de rapporter sur le système de contrôle qui étaye votre déclaration sur les progrès pour atteindre les cibles nationales. Lorsque vous discutez des cibles nationales, lorsque vous discutiez dans le passé donc, de ces cibles nationales, vous avez pu penser à des indicateurs pertinents pour suivre les progrès, mais ce n'est pas forcément le cas. On sait très bien que les indicateurs sont souvent adaptés ou modifiés en fonction des cibles qu'ils soutiennent et souvent décidés après coup. La dernière question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il existe un système de contrôle efficace en place, ce qui est très utile pour la Convention et pour la COP,
et pour l'appui technique des agences, notamment le GEF, qui lui appuie, donc le FEM, qui appuie les pays pour améliorer progressivement leur façon d'évaluer et suivre les progrès. Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête pour le 6e rapport national et les suivants. Next slide, please. Donc vous aurez peut-être pensé à un indicateur pour suivre les progrès au niveau national. Mais la plupart des SPAN que nous avons vus, que nous avons lus et analysés n'incluent pas de telles informations. Et c'est peut-être dû au fait que les SPAN sont des documents d'un niveau politique assez élevé et que les aspects plus techniques sont contenus dans un document séparé qui complète le SPAN mais qui n'a pas forcément été formellement soumis. Ceci étant dit, la plupart des SPAN ne montrent pas quels indicateurs seront probablement utilisés lors de l'évaluation et du rapport national. Et même si c'est votre cas, soyez encore une fois pragmatifs et créatifs. Regardez les guides disponibles et il existe des couches de données mondiales qui peuvent être décomposées en sous-sections, et ce qui peut vous permettre de réaliser votre évaluation au niveau national. Les pays qui n'ont pas d'indicateur en tête peuvent toujours faire une déclaration en utilisant des données donc, que nous avons partagées ou que la CDB a partagées. Et les pays qui ont en tête des indicateurs auront de toute façon toujours besoin d'experts pour réaliser cette évaluation. Next slide, please. Ici, vous voyez donc les objectifs d'Aichi et les indicateurs potentiels. En soi, les objectifs d'Aichi ne sont pas ce qu'on appelle SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Donc, ils manquent de spécificité, ils sont difficiles à mesurer, notamment dans le temps. Il faut savoir que plus vos objectifs sont SMART, plus il sera facile de déterminer les indicateurs concrets pour évaluer les progrès faits dans le temps. Ici, donc sur cet écran, vous voyez des exemples d'indicateurs qui pourraient être utilisés pour faire une déclaration sur des progrès pour atteindre des objectifs nationaux. Next slide, please. Même lorsque vos objectifs ne sont pas SMART et qu'il y a plusieurs éléments contenus dans un seul objectif, on vous conseille de décomposer ces éléments en sous-éléments et de pouvoir les étudier séparément pour regarder des thèmes qui sont discutés dans ces objectifs en général, utiliser des indicateurs génériques d'abord et ensuite voir quels indicateurs spécifiques existent dans chacun de ces sous-thèmes. Et cette diapositive montre comment décomposer une information en plusieurs sous-catégories et définir des éléments pour lesquels il sera plus facile de déterminer les indicateurs. Par exemple, l'un des indicateurs, même les plus vieux, qui portent sur l'utilisation durable et la gestion durable des forêts, c'est exactement ce qui est fait en fait. On a une problématique générale qui est l'utilisation durable des forêts, qui est décomposée en problématiques plus précises et plus petites avec d'un côté des perspectives économiques, de l'autre sociales, on a aussi des perspectives environnementales, etc. Ce qui permet d'avoir une utilisation d'indicateurs beaucoup plus spécifiques et donc d'avoir une évaluation plus juste. Next slide, please. Ici, vous voyez, donc ça c'est l'outil de rapport en ligne, et on vous rappelle que lorsque vous entrez des informations sur cet outil de rapport en ligne de la CDB, l'information est directement projetée sur une carte. Donc, cette diapositive vous montre que les pays ont commencé à envoyer des informations pour les rapports nationaux, et si vous allez à gauche de l'écran, vous voyez que sont inclus les objectifs nationaux et les indicateurs nationaux. Les parties ont commencé à entrer leurs cibles, leurs objectifs, dans le contexte des 6e rapports national. Tout est publié donc sur cette carte et vous pouvez ainsi trouver plus d'informations sur les indicateurs qui sont disponibles à travers cette carte. Vous pouvez regarder les indicateurs pour chaque objectif d'Aichi et voir quel indicateur est utilisé par quel pays. Et on souhaite vraiment encore une fois réitérer ce message qu'il faut être pragmatique, il faut être créatif et faire du mieux que possible avec ce que vous avez. Expliquer et interpréter et ne pas avoir peur de dépendre du jugement des experts. Et encore une fois, ne cherchez pas cet indicateur qui serait parfait. Il vaut mieux utiliser un ensemble d'indicateurs peut-être moins parfaits mais qui parleront plus qu'un seul indicateur. Next slide, please. Et pour conclure, on peut également parler du forum NBSAP. On en parle souvent donc dans nos webinaires. C'est donc un forum qui traite de la conservation de la biodiversité et notamment de la mise en œuvre des SPAN dans chaque pays au niveau national jusqu'en, pour le moment, 2020. Ce forum est utile en ce qu'il amène des experts, des politiques et des praticiens de la biodiversité à échanger et à partager des ressources sur la biodiversité.
Actuellement, si vous allez sur le forum et que vous allez dans la section thématique, nous avons 28 thèmes, dont un thème sur les objectifs et les indicateurs, et des ressources. Vous pouvez trouver des ressources donc partagées qui peuvent fournir plus d'informations sur comment et pourquoi utiliser les indicateurs, lesquels sont disponibles, et vous pourrez même directement échanger avec vos pairs pour préparer le 6e rapport national. Donc ça peut également être une source d'information intéressante pour vous pour préparer votre 6e rapport national. Next slide, please. Voilà, nous arrivons à la fin de cette présentation qui se voulait courte de façon à ce que l'on puisse échanger avec les participants. J'ai avec moi donc Monsieur Robert Hoft qui serait ravi de pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Je vous encourage encore une fois soit à lever la main virtuellement, soit à écrire votre question. Nous avons reçu beaucoup de questions sur les indicateurs. Encore une fois, c'est l'occasion ou jamais de pouvoir échanger avec Robert. Et pour le moment, je ne vois pas de questions ni de mains levées. Robert, en français ou en anglais, is there anything you would like to say, maybe to the participants? D'abord, Marion, très bien fait. Merci d'avoir pris charge de la présentation. Comme l'a dit Marion, on sera ravi de répondre à vos questions, soit maintenant, soit plus tard par email. Donc, n'hésitez pas de nous contacter. Mais je crois que la présentation a été très claire, peut-être. Donc, on va peut-être attendre quelques minutes pour voir s'il y a quelqu'un qui aimerait demander une question. Une question, oui, et notamment j'encourage aussi certains de nos participants potentiellement à partager votre expérience et votre utilisation des indicateurs au niveau national, parce que ça peut engager une conversation avec d'autres participants. Et vous pouvez, on a eu cette discussion notamment avec la session en anglais hier, il y a 2 jours, où certains représentants de pays ont partagé leur expérience d'utilisation d'indicateurs au niveau national, ce qui a pu en inspirer d'autres et ce qui crée donc une conversation entre les participants. Encore une fois, je vous encourage, nous mettons à disposition voilà, ce temps et ces experts pour pouvoir interagir avec vous. Donc ne soyez pas timide de poser des questions maintenant, parce que c'est la dernière fois que vous pourrez poser une question directement à Robert dans un cadre aussi privilégié avec du temps pour sa réponse. Mais je crois que nos participants sont un peu timides aujourd'hui. C'est dommage. Mais je ne pense pas que l'on ait de questions pour vous, Robert, aujourd'hui. Je vais donc malheureusement conclure. C'est dommage de ne pas avoir de questions ni de suggestions de la part des participants. Vous avez encore quelques minutes, le temps que je conclue cette présentation. Pour évidemment remercier donc Robert d'une part pour avoir été là aussi aujourd'hui, et Philippe pour sa contribution sur la présentation sur donc les indicateurs et notamment leur utilité dans les 6e rapports nationaux. Je remercie donc ces participants, vous les participants, pour avoir assisté à cette session. Nous avons encore quelques minutes pour des questions potentielles, donc n'hésitez pas à lever la main ou à poser une question, écrire une question, je serai ravie de la lire à vote. Nous partagerons encore une fois les présentations PowerPoint en anglais, en français et en espagnol par email et sur le forum NBSAP. L'enregistrement de cette session sera également mis en ligne d'ici demain sur la chaîne YouTube du forum NBSAP, comme nous le faisons pour chaque session. Et je vous rappelle que si vous souhaitez vous focaliser sur un sujet spécifique pour les prochaines sessions de webinaire, vous pouvez renvoyer un email à l'équipe de gestion mondiale donc des 6e rapports nationaux, notamment Christina Soppels ou moi-même, et nous prendrons en compte votre suggestion pour préparer de nouveaux webinaires et vous soutenir dans la préparation du 6e rapport national.
Dernière chance, encore une fois, pour des questions s'il y en a. Eh bien, s'il n'y en a pas, je vais conclure ce webinaire et nous sommes évidemment ravis de travailler avec vous continuellement et de vous soutenir dans la préparation du 6e rapport national. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. And this concludes the webinar.